Mon frère a pris le micro à son mariage, ma sœur riche est égoïste, alors je prends son yacht comme cadeau. Il m'a ensuite giflé devant 300 invités. J'ai juste souri alors qu'un juge dans la foule s'est levé. Le moment où il a parlé. La salle de bal était magnifique. C'était un espace que je connaissais bien. J'avais, en fait, fait partie de l'équipe consultative lors de sa rénovation 5 ans plus tôt. Les plafonds imposants, les panneaux acoustiques déguisés en relief de style art déco, la façon dont la lumière des lustres en cristal accrochait les incrustations de feuilles d'or, c'était un chef-d'œuvre de design moderne. Et elle était remplie de 300 des plus récents et des plus proches amis de mon frère, ainsi que de quelques membres de la famille déconcertés, tous réunis pour son mariage avec Élodie. J'étais assise à la table numéro 2, assez proche de la table d'honneur pour montrer mon respect, mais assez loin pour éviter l'épicentre de l'énergie frénétique d'Élodie. Le champagne était excellent. Le bar était cuit à la perfection, et j'essayais sincèrement, bien qu'avec prudence, de ressentir de la joie pour mon frère, Mathieu. Puis vinrent les discours. Le témoin, un homme de la concession automobile de Mathieu, a prononcé un discours court et maladroit sur les quotas de vente. La demoiselle d'honneur d'Élodie s'est enthousiasmée pour la vision et le goût sans compromis d'Élodie. Puis Mathieu, mon frère de 40 ans, s'est levé et a tapoté le microphone. Il était rougeaud, son nœud papillon légèrement de travers. Il rayonnait vers sa nouvelle épouse, Élodie, qui était assise à côté de lui, ressemblant à une poupée de porcelaine arrogante. « Waouh, quelle soirée !» commença Mathieu, sa voix résonnant légèrement. « Merci à tous d'être venus. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. J'ai épousé la femme la plus belle et la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. » Élodie a roucoulé en lui envoyant un baiser. « Et je suis tellement contente que ma grande sœur, Clémence, ait pu venir, » a-t-il continué, tournant son regard vers moi. J'ai souri et j'ai levé mon verre. Quelques personnes ont applaudi. Mathieu a ri, mais c'était un son sec et désagréable. Oui, Clémence. Ma sœur incroyablement prospère et incroyablement riche. L'atmosphère dans la pièce a changé. L'ambiance est passée de la célébration à la tension. J'ai gardé mon sourire poli fixé sur mon visage, mais mon estomac s'est serré. Je connaissais mon frère. Je connaissais ce ton. Vous voyez, a dit Mathieu en s'éloignant de la table d'honneur pour se rendre sur la piste de danse, le micro à la main. Élodie et moi, nous avons de grands projets. De très grands projets. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas comme Clémence. Nous ne voulons pas simplement thésauriser notre succès. Nous voulons vivre. Élodie a applaudi avec enthousiasme. Dis-leur, chérie. Mais pour vivre, a poursuivi Mathieu, ses yeux se fixant sur les miens, vous avez besoin d'un vaisseau. Il a souri. Quelques-uns de ses amis de la concession, déjà bien éméchés, ont ri, pressentant une plaisanterie. Et ma sœur, ma généreuse sœur Clémence, possède le vaisseau parfait. N'est-ce pas, Clémence? Mon sourire s'est effacé. J'ai posé mon verre. Je pouvais sentir les regards de 300 personnes se tourner vers moi. Le juge Gérard Valmont, un homme qui était pratiquement un oncle pour moi et qui était assis à la table numéro 1, m'a lancé un regard de profonde inquiétude. Alors, Clémence, a dit Mathieu, sa voix étant maintenant une exigence théâtrale tonitruante. Élodie et moi avons décidé que nous allons commencer notre nouvelle vie demain. Nous prendrons l'Albatros pour notre lune de miel indéfiniment. Alors, comme cadeau de mariage, mon véritable et dernier cadeau de mariage. Où sont les clés? Il a tendu la main, paume vers le haut, dans l'attente. La salle était d'un calme de mort. Ce n'était pas une blague. C'était une embuscade. C'était le point culminant de 6 mois d'exigences croissantes et insensées. Je me suis levé lentement, lissant le devant de ma robe en soie. J'ai gardé ma voix basse, polie, mais ferme, comme si je m'adressais à un client qui venait de faire une demande impossible. Mathieu, ai-je dit, ma voix portant dans le silence. Nous en avons discuté. Je suis tellement heureuse pour toi. Les 285 000 € que je t'ai donnés sont pour un acompte sur une maison ou pour n'importe quelle lune de miel dont tu pourrais rêver. Mais l'Albatros n'est pas un cadeau. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Cela n'a jamais été à l'ordre du jour. Le visage de Mathieu, qui était figé dans un sourire arrogant, s'est effondré. Quoi? Que as-tu dit? J'ai dit non, Mathieu, ai-je répété,
toujours calmement. Je ne te donne pas mon bateau. Maintenant, s'il te plaît, assieds-toi. Tu es en train de t'humilier. Élodie a émis un son semblable à celui d'un pneu crevé. Comment oses-tu, a-t-elle hurlé depuis la table d'honneur. Mathieu a regardé Élodie, puis ses amis qui ricanaient, puis il est revenu vers moi. Son visage s'est contracté dans une rage enfantine soudaine que je n'avais pas vue depuis des années, pas depuis que j'avais refusé de cautionner un projet de boîte de nuit raté. Toi. Espèce d'égoïste, commença-t-il, la voix tremblante. Il a fait 3 pas rapides vers moi. Avant même que je puisse réaliser son mouvement, sa main a décrit un arc dans les airs. Clac. Le son a été incroyablement fort dans la salle de bal silencieuse. Sa paume ouverte a frappé ma joue, un éclair de douleur brûlante explosant sur mon visage. La force du coup était stupéfiante. Cela a projeté ma tête sur le côté et nous a renversés, moi et la chaise délicate sur laquelle je m'appuyais, en arrière sur le sol. Je suis tombé lourdement sur la hanche. Pendant une demi-seconde, le seul bruit dans la pièce a été le fracas de ma chaise sur le marbre et un seul soupir de choc provenant de l'épouse du juge Valmont. Je suis resté là, étourdi, ma joue battante, regardant le magnifique plafond à l'acoustique parfaite. Je pouvais voir Mathieu debout au-dessus de moi, respirant fort, sa main encore levée. Il semblait choqué par ses propres actions, mais ses yeux ont ensuite rencontré ceux de Élodie. Elle souriait de façon méprisante. Il pensait que c'était son moment de triomphe. Il pensait que 300 personnes verraient une sœur riche et gâtée recevoir ce qu'elle méritait. Il pensait qu'il rirait. Personne n'a ri. La trahison était si soudaine, si absolue, qu'elle était pire que la douleur physique. Il ne m'avait pas seulement frappé, il l'avait fait devant mes pères, mes amis et un homme que je considérais comme une figure paternelle. Tout cela pour impressionner sa nouvelle épouse et voler un bien qu'il n'avait pas gagné. Le silence qui a suivi la gifle a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Il s'est étiré pendant 1 seconde, 2, 3. C'était un vide absolu et suffocant, plus lourd que n'importe quel bruit. 300 invités étaient figés, les fourchettes à mi-chemin de la bouche, les verres suspendus en l'air. Tout ce que je pouvais entendre était le bourdonnement dans mes propres oreilles et la respiration saccadée de mon frère, qui se tenait toujours au-dessus de moi, sa main picotant sous l'impact. Il m'a regardé au sol, sa sœur de 46 ans, la femme qui avait payé son master en gestion des entreprises, la femme qui l'avait sauvé de 2 saisies immobilières distinctes. Et son expression n'était pas celle du remords. C'était une justification terrifiante et satisfaite. Il avait gagné. Il m'avait dominé publiquement. Eh bien, a-t-il bégayé, essayant de retrouver un ton jovial, j'imagine que c'est un non, alors ? Il a laissé échapper un rire forcé semblable à un aboiement, se tournant vers ses amis, s'attendant à ce qu'ils se joignent à lui. Pas une seule personne n'a bougé. Élodie, à la table d'honneur, était la seule à sourire. Bien joué, bébé, a-t-elle lancé, sa voix tranchant la tension comme un éclat de verre. Elle en avait besoin. Je me suis redressé sur un coude, ma joue brûlante, ma hanche endolorie par la chute. Mon esprit, cet esprit d'architecte qui vit de logique et de structure, essayait frénétiquement de construire un cadre pour ce qui venait de se passer. Ce n'était pas une querelle de famille. Ceci était un crime, Mathieu. La voix qui a parlé n'était pas la mienne. Elle venait de la table numéro 1, et elle n'était pas forte, mais elle portait l'autorité naturelle et incontestable d'un homme qui avait commandé une salle d'audience pendant 30 ans. Le juge Gérard Valmont, le visage figé dans une colère froide, a lentement repoussé sa chaise et s'est levé de toute sa hauteur. Il avait 65 ans avec une chevelure blanche abondante, et à ce moment-là, il semblait mesurer 2 mètres. Il a placé sa serviette proprement sur la table. Il n'était plus un invité. Il était la loi. Mathieu, répéta-t-il, sa voix résonnant dans la salle de bal. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Mon frère, qui bombait le torse, s'est visiblement dégonflé. Bonjour, juge Valmont. Juste une petite blague de famille. Vous savez comment sont les sœurs. Le juge Valmont a fait un pas vers lui. Ce n'était pas une blague, a-t-il dit, son ton étant monocorde et glacial. C'était une agression. Dans certaines juridictions, avec la chute, cela pourrait être considéré comme des coups et blessures ayant causé des dommages corporels. Mathieu s'est figé, le visage blême. Quoi ? Juge, allons.
C'est mon mariage. Je suis parfaitement conscient de l'endroit où nous sommes, a déclaré le juge Valmont, ses yeux ne quittant jamais mon frère. Il a ensuite regardé l'organisatrice de mariage qui se tenait près de la porte, pâle tenant un porte-bloc. Madame, veuillez appeler la sécurité de l'hôtel. Et ensuite, appelez la police. Non, a hurlé Élodie en se levant brusquement. Vous ne pouvez pas. C'est notre fête. Il est juge, il ne peut pas simplement faire ça. Madame, a dit le juge Valmont, ne daignant même pas lui accorder un regard, un crime est un crime, quel que soit le lieu. Et en tant que témoin, j'ai le devoir de le signaler. Il a finalement tourné son attention vers moi. Il s'est approché et m'a offert sa main. Il est prise, et sa prise était ferme et stable. Il m'a aidé à me relever avec une force douce. Clémence, a-t-il dit doucement, ses yeux remplis d'une profonde colère paternelle qui s'exprimait entièrement en mon nom. Est-ce que tu vas bien? As-tu besoin d'un médecin? J'ai touché ma joue. Elle enflait déjà. Je vais bien, Gérard. Merci. Bien, a-t-il dit. Il s'est ensuite retourné vers Mathieu, qui ressemblait maintenant à un enfant terrifié. Élodie lui chuchotait frénétiquement, dis-lui d'arrêter. Fais-le arrêter. C'était le contre-coup immédiat. L'humiliation que je m'attendais à ressentir était remplacée par une froide résolution structurelle. Mon frère et sa nouvelle épouse avaient fait un calcul catastrophique. Ils avaient planifié cela. Ils avaient l'intention de m'humilier pour me soumettre, d'utiliser la honte publique pour m'extorquer un bien de plusieurs millions d'euros. Ils pensaient que ce n'était qu'une dispute familiale. Ils pensaient que je n'étais qu'Audrey, la sœur facile à manipuler qui payait toujours. Ils avaient oublié que je suis architecte. Je documente tout. Je comprends les contrats, les responsabilités et les structures juridiques mieux qu'ils ne le pourraient jamais. Et alors que j'étais là, tenant ma joue douloureuse, une pensée unique et claire a traversé la douleur. Ils avaient oublié qui j'étais. Mais plus important encore, alors que le juge Gérard Valmont sortait son téléphone pour, je présumais, appeler directement le poste de police, ils avaient oublié qui était assis à la table numéro 1. Le piège n'était pas quelque chose que je devais tendre. C'était un piège dans lequel mon frère venait de s'engouffrer joyeusement et publiquement. Mon humiliation était terminée. La sienne ne faisait que commencer. Ce moment n'était pas né dans un vide. C'était le point culminant d'une vie de ressentiment, un ressentiment que j'avais follement confondu avec une simple rivalité fraternelle. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais la personne responsable, et Mathieu était la personne charmante. Nos parents, des gens bons mais désespérément traditionnels, avaient versé leurs modestes ressources en moi, leur fille brillante. J'ai obtenu des bourses, j'ai fréquenté une école d'architecture de premier plan et j'ai gravi les échelons, de stagiaire à associé, pour finalement fonder mon propre cabinet. Mon cabinet était spécialisé dans les propriétés durables de haut standing, et ma réputation pour mes conceptions méticuleuses et innovantes m'avait apporté un niveau de succès dont j'étais à la fois fière et discrète. L'Albatros, mon yacht construit sur mesure, n'était pas un jouet. C'était la manifestation physique du travail de ma vie, un projet de 5 ans au cours duquel j'avais conçu chaque cloison, chaque pièce de teck recyclée, chaque système alimenté par l'énergie solaire. C'était mon sanctuaire. Mathieu, en revanche, s'était laissé porter. Lorsque nos parents n'avaient pas les moyens de payer ses frais de scolarité pour l'université privée qu'il devait fréquenter, je les ai payés. Lorsqu'il a obtenu son diplôme de commerce et a décidé qu'il était, au-dessus, d'un emploi de débutant, je l'ai soutenu pendant 1 an. Lorsqu'il a voulu projeter une image de succès pour obtenir son emploi à la concession de voitures de luxe, j'ai co-signé le bail de sa première BMW. Pour Mathieu, mon succès n'était pas le mien, c'était une réserve de ressources familiales dans laquelle il avait le droit de puiser. Puis, il y a 1 an, Élodie est entrée en scène. Je l'ai rencontrée lors d'un dîner de famille. Elle n'était que grands yeux, rouge à lèvres roses givrées et compliments interminables à bout de souffle. Oh, Clémence, ta maison. C'est tout simplement incroyable. Mathieu m'avait dit que tu étais talentueuse, mais mon Dieu. Elle prétendait être une consultante en images de marque, un titre vague qui, pour autant que je puisse en juger, signifiait qu'elle prenait des photos artistiques de déjeuners coûteux pour un public de 1200 abonnés. Son obsession pour ma vie a été immédiate et déconcertante. Elle n'a pas demandé ce que je faisais, elle a demandé combien les choses coûtaient.
Quelle était la surface de ma maison? Ma voiture était-elle en location ou m'appartenait-elle? Combien de semaines par an utilisais-je l'Albatros? C'est Élodie qui a trouvé la promesse. Un soir, autour d'un verre de vin, Mathieu se plaignait de ses commissions. Je ne m'en sortirai jamais, gémissait-il. J'aurai 40 ans et je serai encore locataire. Essayant de l'encourager, j'avais ri et dit, ne sois pas si dramatique. Tu t'en sors très bien. Quand tu te marieras enfin, tu pourras emprunter l'Albatros pour ta lune de miel. Allez en Corse. Tu te sentiras mieux. C'était une phrase lancée au hasard, un geste gentil. Pour Élodie, c'était un contrat verbal. Il y a 6 mois, lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles, les messages ont commencé. Au début, ils étaient simplement enthousiastes. Élodie, tellement excitée de prendre l'Albatros pour la Corse, comme tu l'as promis. Bisous. Je l'ai corrigé gentiment. Clémence, heureuse de vous le prêter pendant 2 semaines, les amis. Faites-moi simplement savoir les dates pour que je puisse coordonner avec mon capitaine. Une semaine plus tard, le premier changement. Mathieu, Élodie pensait que la Corse est trop cliché. Nous pensons à une tournée complète de la Polynésie française pendant 6 mois. C'est cool, n'est-ce pas? Puisque c'est notre lune de miel. Clémence, Mathieu, je ne peux pas vous prêter le bateau pendant 6 mois. Cela nécessite un équipage à plein temps et les coûts d'exploitation sont astronomiques. J'ai proposé 2 semaines. Mathieu, waouh. Quel égoïste. Que représentent les coûts d'exploitation pour toi? C'est comme une erreur d'arrondi. J'ai ignoré cela. Puis, il y a 2 mois, la véritable exigence. Ils sont venus à mon studio de design sans prévenir, un mardi très chargé. Élodie a pris toute la parole. Clémence, a-t-elle dit, s'asseyant à ma table de conférence comme si elle était une cliente, nous avons réfléchi, et un prêt est tout simplement. C'est compliqué. Et franchement, c'est un peu insultant. Insultant, ai-je répété, mon stylo restant suspendu au-dessus d'un plan. Oui. C'est comme si tu traitais toujours Mathieu comme un enfant, a-t-elle dit en posant sa main sur la sienne. Nous sommes un couple puissant. Nous avons une image de marque à construire, et un bateau qui ne nous appartient pas ne correspond tout simplement pas à notre narration. Je l'ai regardé fixement. De quoi parles-tu? Mathieu et moi avons décidé que pour notre cadeau de mariage, au lieu de simplement nous prêter l'Albatros, tu vas tout simplement nous le donner, a dit Élodie avec un sourire éclatant et vide. Nous avons déjà parlé à un courtier. Un don est plus simple. Nous en prendrons la propriété, nous l'utiliserons pendant 1 an pour construire notre marque de voyage, puis nous le vendrons probablement pour financer notre prochaine entreprise. J'étais tellement stupéfaite que j'ai réellement ri. Élodie, ce bateau vaut plus de 11 400 000 €. Je ne vais pas vous donner mon bateau. Le visage de Mathieu s'est assombri. Pourquoi pas, Clémence? Pourquoi? Tu ne l'utilises même jamais. Tu travailles tout le temps. À quoi ça sert d'avoir tout cet argent si tu n'aides pas ta famille? T'aider, ai-je dit, ma voix devenant froide, n'est pas la même chose que de liquider mon bien personnel le plus important pour toi. La réponse est non. C'est un non absolu et sans équivoque. C'est alors que la véritable laideur a commencé. Les appels harcelants, les messages me traitant de vieille sorcière égoïste, les accusations portées à nos parents selon lesquelles je thésaurisais la richesse familiale. J'ai finalement décidé d'y mettre un terme. J'ai viré 285 000 € sur un compte joint pour eux. Je leur ai envoyé une carte, pour votre lune de miel ou un acompte pour une maison. S'il vous plaît, profitez-en. Mais l'Albatros n'est pas et ne sera jamais un cadeau. C'est mon dernier mot sur le sujet. Je pensais que ce serait fini. Je pensais que la générosité pure et stupéfiante d'un cadeau de 285 000 € les ferait taire. Au lieu de cela, ils l'ont vu comme une insulte. Élodie, je l'ai appris plus tard, a dit à Mathieu que c'était de la petite monnaie, et une gifle au visage. Et ainsi, alors que j'étais debout dans cette salle de bal, ma joue me brûlant, j'ai réalisé que la gifle que je venais de recevoir n'était pas spontanée. Elle était préméditée. C'était la gifle au visage que Élodie estimait avoir reçue, administrée par la main de mon frère. C'était leur grand final public, conçu pour me briser. But I don't break. I build.
Et alors que le juge Valmont me guidait hors de cette salle de bal, devant les visages stupéfaits de 300 invités et l'incompréhension horrifiée qui commençait enfin à poindre sur le visage de mon frère, je n'étais pas seulement une victime. J'étais une architecte, et je dessinais déjà les plans de ce qui allait suivre. L'air frais de la nuit a frappé ma joue battante, et le choc a commencé à s'estomper, remplacé par une colère froide et cristalline. Les sons chaotiques de la réception d'un DJ coupant tardivement la musique, le gémissement aigu de Élodie criant « Vous gâchez mon mariage !» se sont dissipés derrière nous alors que le juge Valmont me guidait sans un mot à travers le grand hall de l'hôtel. Il ne s'est pas arrêté avant que nous soyons dans le couloir calme et moquetté menant au service de voiturier. Gérard, commençai-je, mais ma voix était tremblante. Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi, son expression n'était plus celle du juge enflammé, mais celle de l'ami inquiet qui m'avait porté sur ses épaules lors d'un barbecue familial il y a 35 ans. « Laisse-moi voir », a-t-il dit, inclinant doucement mon menton vers la lumière. Il a grincé des dents. « Cela va être une ecchymose importante, Clémence. Nous devons te donner de la glace, et nous devons obtenir une déposition. » Une déposition, dis-je, me sentant engourdi. Gérard, c'est Mathieu. C'est mon frère. C'était ton frère, a-t-il dit, sa voix étant ferme et ne laissant aucune place à la discussion. L'homme qui a fait cela est un criminel. La famille ne bénéficie d'aucune dispense pour une agression. Il a sorti son téléphone. Je connais le commissaire du poste de ce district. Je n'appelle pas en tant que juge. J'appelle en tant que témoin d'un crime. Ce fut le tournant. Une partie de moi, la part de la sœur responsable qui était si profondément ancrée, voulait rentrer chez elle, fermer la porte à clé et simplement pleurer et laisser l'humiliation m'envahir puis, finalement, étouffer l'affaire. Tout comme j'avais étouffé les dettes et les échecs de Mathieu pendant 2 décennies. Mais voir la colère résolue de Gérard, sa conviction absolue, a éteint cette impulsion. Il avait raison. Ce n'était pas un désaccord familial. C'était un acte de violence pour extorsion. Tu as raison, dis-je, ma voix se durcissant. Passe l'appel. Pendant qu'il parlait en termes bas et concis à la police, je suis resté là, mon esprit se mettant en place. Je suis une conceptrice. Toute ma carrière est bâtie sur la vision d'un problème, l'anticipation des contraintes et la conception d'une structure capable d'y résister. Élodie et Mathieu étaient un problème, et j'avais ignoré la pression qu'ils exerçaient sur les fondations de ma vie. Lorsque le juge Valmont a raccroché, il m'a regardé. Ils envoient une voiture. Ils nous rejoindront au commissariat central. C'est mieux de le faire là-bas, loin de tout ceci. Il a fait un geste vers la salle de bal. Ce sera plus rapide, et ce sera pris plus au sérieux. D'accord, dis-je. Merci, Gérard. Pour tout. Pour être intervenu. C'est tout naturel, a-t-il grommelé. Je regrette seulement de ne pas être intervenu plus vite. Il a ensuite aidé un employé de l'hôtel pour obtenir un sac de glace, que j'ai pressé contre mon visage, grimaçant sous la piqûre du froid. Pendant que nous attendions la voiture de police, j'ai passé un appel de mon côté. J'ai appelé mon avocat personnel, un homme qui avait structuré tous mes contrats et mis en place la société Albatros Participation, société à responsabilité limitée. Il était 22h30 un samedi soir. Il a décroché à la 2e sonnerie. Clémence ? Est-ce que tout va bien ? Pierre, je suis désolé d'appeler si tard. Quelque chose est arrivé. Je suis au mariage de mon frère, et il vient de m'agresser devant toute la réception. Il a quoi ? La voix de Pierre est passée de somnolente à tranchante comme un rasoir. Il m'a giflé et m'a jeté au sol. Le juge Gérard Valmont est avec moi. Nous sommes en route pour déposer une plainte à la police. Je lui ai donné la version courte, les demandes pour l'Albatros, le cadeau de 285 000 € et la confrontation publique. Bon Dieu, a dit Pierre. D'accord. Déposer plainte est la bonne décision. La seule décision. Cela te protège, et cela protège le bien. Le témoignage du juge Valmont est irréfutable. C'est de cela que je veux parler, dis-je en arpentant le couloir. Le bien. Élodie, sa nouvelle femme, est celle qui mène tout cela. Elle a menacé de me ruiner, de s'en prendre à mes clients, à ma réputation. Elle est déséquilibrée. Bien, dit Pierre. Laisse-les faire.
Toute tentative de te calomnier auprès de tes clients constitue de la diffamation et une ingérence délictueuse. Nous pouvons arrêter cela instantanément. Je veux être proactive, dis-je, une nouvelle énergie froide m'envahissant. Elle prétend être une consultante en images de marque. Je veux savoir qui elle est. Je veux tout savoir. En tant qu'architecte, je ne construirai jamais sur une fondation non testée. J'en avais fini de laisser Élodie agir dans ma vie sans une expertise complète. Je vais demander à notre enquêteur de faire une vérification complète de ses antécédents dès lundi matin, a promis Pierre. Réseaux sociaux, crédit, juridique, la totale. Si elle a un passé, nous le trouverons. Merci, Pierre. Et Clémence, a-t-il ajouté, sa voix étant ferme, ne parle pas à Mathieu. Ne parle pas à Élodie. Ne parle pas à tes parents avant d'avoir fait ta déposition. À partir de maintenant, ils passent par moi. Est-ce que c'est clair? Cristallin, dis-je avant de raccrocher. La voiture de police, une berline banalisée et silencieuse, s'est arrêtée à l'entrée de l'hôtel. Le juge Valmont m'a ouvert la porte arrière. Alors que je me glissais à l'intérieur, le poids de la soirée s'est finalement abattu sur moi, mais ce n'était plus seulement de l'humiliation. C'était le poids lourd et solide de la résolution. Mathieu et Élodie avaient planifié leur attaque. Ils avaient supposé que j'étais une cible facile. Ils avaient supposé que la famille signifiait que j'étais leur filet de sécurité permanent et personnel. Ils avaient oublié que les filets de sécurité sont faits pour les accidents. Ils ne sont pas faits pour les personnes qui sautent volontairement, avec l'intention de briser la personne même qui les soutient. L'enquête avait commencé. La structure de leur avenir était sur le point d'être condamnée. Déposer la plainte a été une expérience surréaliste, comme si j'étais hors de mon corps. Le juge Valmont était assis à côté de moi, une présence silencieuse et puissante, pendant que je racontais les événements de la soirée à un inspecteur qui semblait devenir de plus en plus sombre. L'officier qui prenait les photos de mon visage, ma joue étant maintenant une enflure marbrée de violet et de rouge, était doux et s'est excusé pour le flash. Le juge Valmont a fait sa propre déposition, un récit concis et d'une clarté dévastatrice de la part d'un témoin judiciaire, que l'inspecteur a relu en haussant les sourcils. Nous avons terminé à 2 heures du matin. J'ai dormi pendant 3 heures et je me suis réveillé avec l'impression d'avoir été percuté par un camion. L'adrénaline était retombée, ne laissant qu'une douleur profonde et lancinante dans mon visage et dans mon cœur. Mon téléphone était un champ de ruines. Des dizaines d'appels manqués de mes parents, qui avaient probablement été alertés par un Mathieu paniqué. Une série de messages de Mathieu lui-même, oscillant sauvagement entre « Comment as-tu pu gâcher mon mariage ?» et « Clémence, réponds, nous pouvons arranger cela » et enfin, un message d'une froideur glaciale, « Tu le regretteras ». Mais je n'avais pas le temps de m'apitoyer. J'avais rendez-vous avec un nouveau client à mon studio à 9 heures du matin, et je ne laisserai pas l'effondrement de mon frère faire dérailler mon entreprise. J'étais dans mon bureau, un espace aux parois de verre épuré surplombant la ville, en train d'examiner les plans d'une maison côtière, quand mon assistante m'a appelé. « Clémence, ton frère et une femme sont ici. Ils n'ont pas de rendez-vous et ils sont très insistants. »« C'est bon, Claire, dis-je, ma voix étant assurée. Fais-les entrer. » Les portes de mon studio ont coulissé dans un sifflement, et Mathieu et Élodie sont entrés. Ils n'étaient pas habillés pour présenter des excuses. Ils portaient des lunettes de soleil assorties et coûteuses, et tous deux tenaient de grands cafés. Élodie portait une robe d'été blanche, comme si elle était encore la mariée rayonnante. Mathieu semblait épuisé, mais sa mâchoire était contractée par une colère obstinée. « Tu dois les appeler, » a dit Mathieu, ne prenant même pas la peine de saluer. Et a retiré ses lunettes de soleil. « Tu dois appeler la police immédiatement et abandonner ce rapport ridicule. » Je me suis adossé à ma chaise, évitant délibérément de me lever. Je l'ai simplement regardé, mon visage meurtri bien en évidence. « Non. »« Que as-tu dit ?» a-t-il lancé brusquement. J'ai dit non. Je n'abandonnerai pas la plainte. Tu m'as agressé, Mathieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on arrange. C'est un crime. C'était une gifle, intervint Élodie en s'avançant. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Il était ivre. C'était son mariage. Tu l'as embarrassé. Tu m'as embarrassé moi. J'ai tourné mon regard froid vers elle. Vous n'êtes pas la bienvenue dans mon bureau, Élodie. Vous n'êtes pas la bienvenue dans ma vie. Vous devez partir. Nous ne partons pas,
a dit Mathieu, posant ses mains sur mon bureau, éparpillant un ensemble de mes crayons à dessin soigneusement rangés. Nous ne partons pas tant que tu n'auras pas réglé cela. Tu as déjà fait ta déposition ou quoi que ce soit. Appelle-les simplement et dis que tu as mal mémorisé ce qui s'est passé. Dis que tu étais ivre et que tu es tombé. Dis n'importe quoi. Fais juste en sorte que cela disparaisse. Alors, dis-je en joignant les mains, vous n'êtes pas ici pour vous excuser de l'agression. Vous êtes ici pour me demander de commettre un crime, de faire une fausse déposition. Ce n'est pas, bégaya Mathieu. C'est juste régler un problème de famille. C'était cela. C'était le moment. L'arrogance, l'absence totale de remords, l'exigence pure et simple, tout était si clair. Asseyez-vous, dis-je. Ce n'était pas une demande. Surpris par mon ton, ils ont tous deux hésité. Puis, comme des enfants désobéissants, ils se sont assis dans les deux chaises IMS face à mon bureau. Vous êtes venu ici pour l'Albatros, dis-je. Tu m'as agressé pour l'Albatros. Vous êtes ici pour exiger que je mente à la police pour l'Albatros. Vous avez construit tout votre avenir sur ce seul et unique bien. C'est ce que tu avais promis, siffla Élodie. Je n'ai rien promis, dis-je, ma voix étant comme de la glace. Mais vous êtes tous les deux si aveuglés par votre cupidité que vous n'avez même pas pris la peine de faire 5 minutes de recherche. J'ai fait pivoter ma chaise vers mon ordinateur, j'ai ouvert un fichier et j'ai tourné le grand écran vers eux. Sur l'écran se trouvait un document au format PDF, les statuts constitutifs de la société Albatros Participation, société à responsabilité limitée. Mathieu a plissé les yeux. C'est quoi ça? Encore tes trucs de travail ennuyeux. Cela, dis-je, est le propriétaire légal de l'Albatros. C'est une société à responsabilité limitée. Ce n'est pas ma propriété personnelle. C'est un actif d'entreprise détenu par ma société holding pour des raisons d'assurance, de responsabilité et de fiscalité. Élodie semblait confuse. Et alors? Signe-le, c'est tout. La société, le bateau, peu importe. J'ai presque ri. Vous êtes vraiment si bornée, n'est-ce pas, Élodie? Si moi, l'unique dirigeante de cette société à responsabilité limitée, je devais offrir son seul actif, un actif de 11 400 000 € à un membre de ma famille sans aucune contrepartie, savez-vous comment cela s'appelle? Je me suis penché en avant. Cela s'appelle une malversation d'entreprise. Cela s'appelle une fraude fiscale. C'est le genre de choses qui ne déclenche pas seulement une amende, cela déclenche un audit fiscal complet sur moi, ma société et le bénéficiaire du cadeau frauduleux. C'est le genre de choses qui peut faire révoquer une licence professionnelle comme, par exemple, une licence d'architecte. C'est le genre de choses qui peut mener en prison. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Mathieu était blême. Élodie était, pour la première fois, sans voix. Vous n'avez pas seulement demandé un bateau, dis-je, tournant l'écran vers moi. Vous avez exigé que je commette un crime grave. Tu m'as agressé parce que j'ai refusé de commettre un crime grave pour vous. Alors non, Mathieu, je n'appelle pas la police pour abandonner les charges. En fait, j'ai déjà parlé à mon avocat. Il est très intéressé par cette conversation. J'ai désigné le petit haut-parleur sur mon bureau, où une petite lumière verte était allumée. Ici Pierre-Antoine, avocat de Madame Clémence, la voix de Pierre a soudainement rempli la pièce, nette et professionnelle. Mathieu, j'ai un enregistrement de toute cette conversation, y compris votre demande pour que ma cliente fasse une fausse déposition à la police. C'est une subordination de témoin. Je vous conseille, à vous et à votre femme, de quitter les lieux immédiatement avant que je n'ajoute cela à la plainte. Élodie a bondi de sa chaise comme si elle était en feu. Vous nous avez enregistré? Vous êtes dans un lieu de travail privé, et on vous a informé que vous n'étiez pas les bienvenus, répondit la voix de Pierre. Sortez. Mathieu m'a regardé, les yeux écarquillés par un nouveau genre de terreur. La colère avait disparu, remplacée par la réalisation soudaine et écœurante que ce n'était pas une dispute familiale. C'était un champ de bataille juridique, et il venait de se présenter avec un pistolet à eau alors que j'étais assise dans un char d'assaut. Clémence, murmura-t-il. Sors de mon studio, Mathieu, dis-je d'une voix monocorde. Sors maintenant. Ils ont pratiquement couru vers la porte. Lorsqu'elle s'est refermée derrière eux avec un sifflement, j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais même pas que je retenais.
La confrontation était terminée. Les premières pièces sur l'échiquier avaient été placées, et je venais de prendre le rêne. L'enregistrement de la tentative de subordination de témoin de Mathieu était, comme l'a dit mon avocat, Pierre, un cadeau. Il a été immédiatement envoyé au bureau du procureur, accompagné d'une demande formelle d'ordonnance de protection contre Mathieu et Élodie. L'accusation d'agression était désormais inattaquable, et le procureur, flairant une condamnation facile et médiatisée grâce au témoignage d'un juge, poursuivait l'affaire de manière agressive. Élodie, cependant, ne s'est pas laissée faire sans bruit. Elle était comme un animal acculé, et elle est revenue à la charge. 2 jours après la désastreuse confrontation au studio, sa campagne de diffamation a commencé. Elle s'est emparée des réseaux sociaux, sa principale arme, avec acharnement. Elle a publié une vidéo larmoyante en noir et blanc sur son compte Instagram. Je suis restée silencieuse pendant des jours, reniflait-elle, son maquillage de mariage étant artistiquement étalé. J'ai essayé de maintenir la paix pour mon nouvel époux, mais je ne peux plus me taire sur sa sœur monstrueuse, Clémence. La publication était publique. Elle n'a pas utilisé mon nom de famille, mais elle a tagué le compte professionnel officiel de mon cabinet. Elle a gâché notre mariage, pleurait Élodie devant ses 1200 abonnés, simplement parce que nous avons demandé à emprunter son précieux bateau. Elle a demandé à son ami juge d'appeler la police, et elle essaie de faire emprisonner Mathieu, tout ça pour un stupide bateau. C'est une menteuse, elle est égoïste et elle déteste sa famille. S'il vous plaît, ne soutenez pas son entreprise. Elle ne le mérite pas. Les commentaires étaient un mélange prévisible de « Oh mon Dieu, reste forte » de la part de ses amis ignorants et de quelques « Qu'est-ce qui se passe ?» confus. Pierre l'a fait supprimer en moins d'1 heure. Une lettre de mise en demeure rédigée en termes vifs a été envoyée par coursier à son appartement, citant une diffamation manifeste et une ingérence délictueuse dans les affaires commerciales. La lettre l'informait que toute nouvelle mention de moi ou de mon cabinet entraînerait une poursuite civile immédiate pour dommages et intérêts. Mais elle m'avait déjà rendu service. Sa publication publique était toute la preuve dont Pierre avait besoin pour la partie constitution du dossier de notre plan. Pendant que Élodie s'occupait à commettre un suicide professionnel sur les réseaux sociaux, l'enquêteur de Pierre avait terminé son rapport, et il était dévastateur. Notre chère Élodie n'est pas seulement une consultante en images de marque, a dit Pierre au téléphone cet après-midi-là. C'est une débitrice en série avec un schéma bien précis. Elle a plus de 76 000 € de dettes de cartes de crédit sur 6 cartes différentes. Elle a été poursuivie il y a 2 ans par un ancien petit ami pour des prêts non remboursés totalisant 28 500 €. L'affaire a été réglée à l'amiable. Avant lui, un complexe d'appartements dans un autre État a obtenu un jugement par défaut contre elle pour 14 200 € de loyers impayés et de dommages. Alors, elle n'est pas seulement une manipulatrice, dis-je en me massant les tempes. C'est une professionnelle. C'est une prédatrice, Clémence, dit Pierre avec gravité. Elle trouve des hommes dont elle pense qu'ils ont accès à l'argent, les épuise, puis passe à autre chose. Mathieu était son ticket pour la cour des grands. Elle vous a vu, toi et l'albatros, comme le gros lot. Mon cœur avait mal pour mon frère. C'était un idiot. Oui, et était faible, imbu de lui-même et maintenant violent, mais il était aussi une victime. Il était un outil pour cette femme afin de m'atteindre. Cela nous amena à la 2e confrontation, plus difficile, nos parents. Ils m'avaient appelé sans arrêt, laissant des messages larmoyants et en colère. Comment peux-tu faire ça à ton frère? Tu déchires cette famille. Il a fait une erreur. J'avais accepté de les rencontrer chez eux, mais selon mes conditions. Je ne serai pas seul avec Mathieu. Je viendrai, présenterai ma version, et je partirai. Je suis arrivé le dimanche, une semaine après le mariage. Mon ecchymose était devenue d'un jaune vert maladif. Mes parents m'ont accueilli à la porte, les visages marqués par l'inquiétude. Clémence, merci mon Dieu, a dit ma mère, essayant de me serrer dans ses bras. Je me suis raidi, et elle s'est reculée. Où est-il? Demandai-je. Il est dans la cuisine, dit mon père, la voix étant pesante. Lui et Élodie sont dans un état lamentable. Cela les tue, Clémence. Tu dois arrêter cela. Je n'arrête rien du tout, dis-je en entrant dans le salon. Je suis la victime, vous vous souvenez? Mathieu et Élodie étaient assis sur le canapé, ressemblant à des adolescents qui boudent. Dès que Élodie m'a vu, ses yeux se sont rétrécis avec une haine pure et absolue. Toi,
cracha-t-elle. Tu as fait fermer mon compte Instagram. C'était mon avocat, dis-je calmement. Et ce n'est que le début si tu ne t'arrêtes pas. Maintenant, je suis ici pour parler à maman et à papa. Je me suis tourné vers mes parents. Je sais que vous êtes bouleversés. Je sais que vous pensez que je suis cruel, mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Vous ne connaissez que celle qu'il vous raconte. C'est ton frère, s'écria ma mère. Il risque la prison, Clémence. Pour une gifle? Ce n'était pas pour une gifle, maman, dis-je, ma voix montant d'un ton. C'était pour ceci. J'ai sorti le rapport de l'enquêteur de mon sac et je l'ai jeté sur la table basse. C'est quoi ça? Demanda mon père. Ça, dis-je, c'est une vérification des antécédents de ma nouvelle belle-sœur. Allez-y et lisez-le. Mes parents ont regardé les papiers. Mathieu s'est précipité pour s'en emparer, mais je les ai repris d'un geste vif. Pas pour toi, Mathieu. C'est pour eux. J'ai tendu la première page à mon père. Il a mis ses lunettes de lecture et a commencé à lire. Son visage est passé de la confusion à la pâleur. Mon Dieu. 76 000 € de dette? Poursuivi par un ex-petit ami? C'est une escroc, papa, dis-je, ma voix se brisant un tout petit peu. Elle cible des hommes pour de l'argent depuis au moins 5 ans. Mathieu n'était pas son partenaire. Il était son tremplin. Vers moi, vers mon argent, vers mon bateau. C'est un mensonge, hurla Élodie en se levant d'un bond. Ce ne sont que des mensonges. Dis-leur, Mathieu. Dis-leur à quel point tu m'aimes. Mathieu regardait le papier dans la main de mon père, le visage étant un masque d'incrédulité. Élodie, c'est quoi ça? Règlement, 28 500 €. Ce n'est rien, bébé, insista-t-elle, la voix étant frénétique. C'est mon passé. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est nous. Ce qui compte, c'est que ta sœur essaie de détruire notre avenir. Quel avenir, Élodie, l'interrompis-je. L'avenir où tu vends mon bateau et où tu le quittes? Parce que c'est ce qui allait se passer. Mathieu, murmura ma mère, les yeux pleins de larmes en lisant le rapport. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu savais cela? Mathieu a regardé Élodie, puis le rapport, puis moi. Il était piégé. Tout le récit selon lequel j'étais la personne égoïste et cruelle venait d'être réduit à néant par quelques feuilles de papier. Le sort était rompu. Tu m'avais dit que c'était un harceleur, a dit Mathieu à Élodie, sa voix tremblante. Tu m'avais dit que ce procès était faux. Il l'était, hurla Élodie. Ce sont tous des menteurs, et toi aussi. Elle pointa un doigt tremblant vers moi. Tu as fait ça. Toi. Elle manquait de mots. Tout son arsenal de manipulation avait disparu. Elle était exposée devant la famille qu'elle essayait d'escroquer et devant l'homme qu'elle avait utilisé comme un bélier. Mathieu m'a enfin regardé. La colère avait disparu, remplacée par une horreur naissante et sans fond. Il ne voyait pas seulement les ennuis juridiques dans lesquels il se trouvait, il voyait, pour la première fois, la femme qu'il avait épousée, et il voyait la sœur qu'il avait trahie. Le combat était terminé. Élodie le savait. Elle a attrapé son sac à main. Je ne reste pas ici pour ça. Elle est sortie précipitamment de la maison, en claquant la porte d'entrée derrière elle. Mathieu n'a pas suivi. Il s'est simplement affalé sur le canapé et a pris sa tête dans ses mains, les épaules secouées par des sanglots. Mes parents l'ont regardé, puis ils m'ont regardé, leur visage étant un mélange de confusion et de chagrin. Le charme de l'antagoniste était rompu, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Le jour de la première comparution devant le tribunal est arrivé 2 semaines plus tard. Ce n'était pas un procès, juste une audience préliminaire, mais les enjeux semblaient immenses. Je suis entré dans le palais de justice, mon avocat, Pierre, à mes côtés. Mes parents étaient déjà là, assis au dernier rang, l'air petit et vaincu. Puis Mathieu est arrivé. Il était seul. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids, son costume était froissé et il ne s'était pas rasé. C'était un homme complètement à la dérive. Il m'a vu, et ses yeux étaient un mélange de honte, de peur et d'un plaidoyer désespéré. Il a commencé à marcher vers moi.
Ne fais pas ça, dit Pierre doucement, en posant une main sur mon bras. L'ordonnance de protection est en vigueur. Mathieu s'est arrêté, se tordant les mains, et s'est traîné jusqu'au premier rang pour s'asseoir avec son défenseur commis d'office. Élodie n'était nulle part en vue. « Veuillez vous lever » a crié l'huissier. Nous nous sommes levés. La juge est entrée, et mon estomac s'est noué. Ce n'était pas le juge Valmont, bien sûr, cela ne pouvait pas l'être, puisqu'il était témoin. Mais c'était une juge que je reconnaissais, la juge Martine Saint-Just, connue pour son approche stricte et sans fioritures. Appel de l'affaire 774B, le peuple contre Mathieu, a dit l'huissier. Mathieu et son avocat se sont levés. La procureure, une femme énergique d'une trentaine d'années, s'est levée également. Madame la juge, commença la procureure, le peuple demande la charge maximale de coups et blessures. Le prévenu, lors de sa propre réception de mariage devant 300 témoins, a violemment frappé sa sœur, la victime, mademoiselle Clémence, la faisant tomber et provoquant des blessures. Le défenseur public a soupiré. Madame la juge, il s'agit d'une affaire familiale, un malentendu tragique et unique alimenté par l'alcool lors d'un mariage. Mon client éprouve de profonds remords. C'est un homme de 40 ans sans aucun antécédent judiciaire. Une accusation de coups et blessures est excessive. Nous pensons que cela devrait être un simple délit mineur, avec un sursis assorti d'un programme de gestion de la colère. La juge Saint-Just a regardé Mathieu par-dessus ses lunettes. Un malentendu? J'ai le rapport de police ici. J'ai les photographies du visage de la victime. Cela ressemble à plus qu'un malentendu pour moi. Et, madame la juge, a ajouté la procureure, nous avons plus. Le peuple aimerait soumettre ceci. Elle a tendu un dossier à l'huissier, qui l'a passé à la juge. Voici une déclaration sous serment de l'honorable juge Gérard Valmont, qui a non seulement été témoin de l'agression, mais qui est celui qui l'a signalé. Il décrit l'acte comme étant volontaire, malveillant et entièrement non provoqué. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Les sourcils de la juge Saint-Just se sont haussés. Elle a lu la déclaration, son expression se durcissant. Un juge en exercice est le témoin principal, a-t-elle dit, regardant le défenseur public, et il a utilisé le mot malveillant. Le juge Valmont est un ami de la famille, madame la juge, a bégayé le défenseur public, visiblement pris au dépourvu. Il est partial. Partial, a rétorqué la juge Saint-Just. Ou un témoin expert de la loi. Je connais le juge Valmont depuis 20 ans. Ce n'est pas un homme porté sur l'hyperbole. Cette déclaration est extrêmement convaincante. La procureure n'avait pas fini. De plus, madame la juge, nous avons des preuves de subordination de témoins. Le prévenu et sa femme, madame Élodie, ont abordé la victime sur son lieu de travail 2 jours après l'agression, exigeant qu'elle fasse une fausse déposition et qu'elle revienne sur ses déclarations. Nous avons un enregistrement de cela, fourni par le conseil de la victime. Ce fut le coup de grâce. Le visage du défenseur public est devenu livide. La juge Saint-Just a refermé le dossier avec fracas. Subordination de témoin, a-t-elle dit, sa voix suintant le mépris alors qu'elle fixait Mathieu. Vous avez agressé votre sœur devant un juge, et ensuite vous avez essayé de la forcer à mentir à la police à ce sujet? Je. Mathieu tremblait, me regardant désespérément. Je n'ai pas. C'est elle qui m'a forcé. Monsieur Mathieu, a dit la juge, vous êtes dans un trou très profond, et vous semblez déterminé à creuser encore plus vite. Étant donné cette déclaration sous serment et les nouvelles preuves de subordination, la demande du peuple pour la charge maximale est non seulement raisonnable, elle est pratiquement exigée. Et juste comme ça, la confrontation pour laquelle je m'étais préparé était terminée. Ce n'avait pas été un affrontement dramatique dans un lieu public. Cela avait été une dissection juridique calme et systématique dans une salle d'audience à moitié vide. La juge a fixé une date pour le plaidoyer. Le défenseur public, sachant qu'il n'avait aucune chance, a dit à Mathieu que sa seule option était de plaider coupable et de demander de la clémence. Je me suis levé, et Pierre a rassemblé ses affaires. Alors que je me tournais pour partir, je l'ai vue. Élodie. Elle se tenait au fond de la salle d'audience près de la porte, s'étant glissée à l'intérieur avec retard. Elle ne portait pas de vêtements de créateur. Elle était en jean avec un haut à l'aspect bon marché, ses cheveux étaient en désordre, son visage était pâle de fureur.
Elle m'avait clairement attendu. Alors que je marchais dans le couloir, elle a franchi les portes après moi en hurlant. « Toi » a-t-elle crié, et le son a résonné contre les murs de marbre. « Tu as fait ça. Tu as tout gâché. » Elle s'est jetée sur moi, les mains griffues, visant mon visage. Je n'ai même pas tressailli. Je me suis simplement écarté. Pierre l'a bloquée, et avant même qu'elle puisse s'approcher, 2 huissiers du tribunal l'avaient saisie par les bras. C'est elle, j'ai entendu Mathieu hurler derrière nous. Il était sorti de la salle d'audience en courant, son visage étant un masque de réalisation frénétique. Et ne criez pas contre moi, il criait vers moi. C'est elle, Clémence. C'est elle qui a tout fait. Elle a tout planifié. Elle m'a dit de te frapper. Elle a dit que tout le monde rirait. C'était un acte de préservation de soi final, pathétique et désespéré, mais c'était aussi la vérité. Il jetait sa femme au loup pour se sauver lui-même. Élodie, maintenue fermement par les huissiers, a semblé s'effondrer. Son humiliation publique finale était complète. Elle avait perdu. Elle avait perdu le bateau. Elle avait perdu sa marque. Et elle venait de perdre son mari. « Enlevez vos mains de moi » a-t-elle hurlé, mais il ne restait plus de force pour se battre. C'était le son d'une coquille vide. Les huissiers l'ont traînée, hurlant toujours, vers le bureau de la sécurité. Mathieu se tenait là, au milieu du couloir, un homme totalement brisé. Il avait construit tout son monde autour de cette femme, et il venait d'y mettre le feu lui-même. Il m'a regardé, les yeux vides. « Clémence » murmura-t-il. J'ai simplement secoué la tête. Pierre a posé sa main sur mon dos et m'a guidé vers la sortie. Je n'ai pas regardé en arrière. Les retombées ont été rapides et totales. Mathieu, sur les conseils de son défenseur public, a plaidé coupable de coups et blessures et de subordination de témoins au degré délictuel. La juge Saint-Just n'a pas été clémente. Elle l'a condamné à 2 ans de mise à l'épreuve, une amende de 9 500 € versée directement à un refuge pour victimes de violences domestiques, et 500 heures de travaux d'intérêt général. La véritable punition, cependant, a été les 52 semaines de thérapie individuelle et de gestion de la colère obligatoire et ordonnée par le tribunal. Sa concession de voiture de luxe, qui fonctionnait sur une image de classe et de fiabilité, l'a licencié le jour même où sa condamnation a été finalisée. Le scandale, amplifié par l'implication d'un juge et les détails croustillants concernant l'Albatros, était de trop pour leur image de marque. Élodie a été la véritable victime de ses propres actes. Sa tentative finale et désespérée de m'agresser au palais de justice lui a valu une nuit en prison et sa propre accusation d'agression, qui n'a été abandonnée que parce que j'ai refusé de porter plainte. Cela n'avait pas d'importance. Ses créanciers, alertés par ses problèmes juridiques et l'implosion publique de son mariage, se sont jetés sur elle. Les poursuites civiles que l'enquêteur de Pierre avait découvertes ont été réactivées. Elle a été poursuivie par les sociétés de cartes de crédit, le complexe d'appartements et, de la manière la plus satisfaisante, par l'ex-petite amie qu'elle avait escroquée. Son mariage avec Mathieu a été annulé. Elle a disparu de l'État, probablement pour trouver une nouvelle ville, un nouveau nom et une nouvelle victime. Mes parents avaient le cœur brisé. Ils n'avaient pas seulement vu leur fils condamné pour un crime, mais ils avaient été forcés de voir la vérité sur son caractère et sur le caractère de la femme qu'ils avaient accueillie dans leur famille. Notre relation est tendue, mais nous reconstruisons lentement et prudemment. Ils suivent une thérapie eux aussi maintenant, essayant de comprendre leur propre rôle dans le fait d'avoir permis le comportement de Mathieu pendant 4 décennies. Et puis, il y avait Mathieu. 6 mois après la condamnation, j'ai reçu une lettre. Elle était écrite à la main sur du papier ligné ordinaire. Elle venait de lui. Ce n'était pas une exigence, ni une plainte, ni une justification. C'était juste 12 pages d'un homme faisant enfin, de manière atroce, l'inventaire de sa vie. Il travaillait pour un salaire minimum dans une quincaillerie. Il vivait dans un minuscule appartement d'une chambre. Il assistait, écrivait-il, à ses séances de thérapie 2 fois par semaine. Il détaillait sa jalousie, son insécurité profonde, sa faiblesse. Il expliquait comment Élodie s'était servie de ces points précis, lui promettant une vie où il pourrait enfin être moi au lieu d'être simplement mon frère. Il écrivait qu'il ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne. Il ne le méritait pas. Il voulait simplement, pour la première fois de sa vie, dire la vérité et s'excuser pour l'homme qu'il avait été. J'ai lu la lettre et puis,
Pour la première fois depuis le mariage, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le frère que j'avais et pour le frère que j'avais perdu. L'ordonnance de protection est toujours en place, mais je lui ai répondu. Une simple carte de 2 lignes, je suis contente que tu reçoives de l'aide. Continue ainsi. C'est un début. Aujourd'hui, l'Albatros est ancré dans une crique tranquille aux eaux turquoises. L'eau est si claire que je peux voir le banc de sable à 6 mètres en dessous. Je suis assise sur le pont arrière, un grand carnet de croquis sur les genoux, un crayon derrière l'oreille. Le soleil est chaud et le seul bruit est le clapotis doux de l'eau contre la coque. Mon cabinet vient de décrocher le plus gros projet de sa carrière, un complexe hôtelier entièrement durable et neutre en carbone à Tahiti. Je suis ici sur mon bateau, mon sanctuaire, en train de faire les premiers croquis préliminaires. Mon téléphone a vibré. C'était un message du juge Valmont. Ancré au large de l'île d'Yeu. Les eaux sont calmes. Je pense à toi. Je suis fier de toi. J'ai souri et j'ai répondu par message. Tout va bien, Gérard. Je dessine l'avenir. C'est magnifique d'ici. J'ai posé le téléphone, repris mon crayon et je me suis remise au travail. La gifle, la salle d'audience, la trahison, tout cela semblait être à 1000 lieues d'ici. Ce n'était que des points de contrainte dans l'ancienne conception. J'y avais résisté. Les fondations avaient tenu, et j'étais déjà en train de construire quelque chose de nouveau.